ou que ce serait les personnes qui ont 80 ans aujourd'hui, ou même 50-60, vous apportez une sorte de vision différente. Comment vous pouvez nous parler de ça un petit peu aussi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau et d'inédit. Je pense que si vous aimez le football, il y a une histoire, ce qui se passe maintenant qui est important, ce qui s'est passé avant aussi, et on peut faire des relations par rapport à plein de choses. C'est comme si vous aimez le cinéma, il n'y a pas que les films d'aujourd'hui qui sont importants, quoi, les grands classiques, qui soient américains, français, italiens, tout ce que vous voulez. Si vous êtes cinéphile et que vous aimez le cinéma, ben vous aimez forcément aussi son histoire. Voilà, donc c'est pas pour paraître toujours dans une forme de nostalgie ou d'histoire, mais ce sont des références, quoi. Je veux dire, voilà, c'est comme des grands mathématiciens, ils ont des références, des grands musiciens, ben, ils ont des références à toutes sortes de musique et à toutes les époques, etc., etc., quoi. Si vous parlez un peu du sujet qui vous passionne, forcément, vous ne vous mettez pas à l'instant présent. Ouais, évidemment, hein, je parle par rapport, c'est vrai que cette image du maillot historique sur chaque édito, ça dégage une vraie image. Est-ce que quand vous faites ça, vous en avez conscience ou c'est seulement pour amener une touche personnelle? Non, j'ai conscience de rien. Moi, j'ai commencé ce métier il y a 37 ans à TF1, 37-38 ans, j'avais conscience de rien, juste d'essayer de le faire le mieux possible et de le faire partager le mieux possible. Je sais que les gens qui aiment vraiment le foot, qui sont passionnés et le connaissent un peu, en général, ils aiment. Bon, ici en France, c'est pas comme, on n'est pas vraiment un pays de football, donc c'est sûr que dans des pays comme l'Amérique du Sud en général, en Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ce serait des choses peut-être qui seraient plus logiques, quoi. Je veux dire, en France, bon, les gens, ils sont quand même un petit peu moins passionnés, mais moi, je le suis et je transmets ma passion, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je ne passe pas à quelque chose de spécial. J'ai toujours fait ce que je voulais faire comme j'attendais de faire. Et bon, voilà, je continue. Mais vous avez toujours été resté autant passionné qu'à vos débuts ou il n'y a jamais eu des moments où peut-être le monde des foot vous écœurait finalement un petit peu? Oui, bien sûr, il y a des moments où ben, c'est sûr que le football a perdu de sa fraîcheur. Il y a des moments où on est un petit peu dégoûté par certaines choses et que la passion elle est touchée par tout ça, mais bon, malheureusement dans tous les secteurs de la vie, ça ne finit pas au football de haut niveau, les saloperies il y en a, donc faut essayer de surmonter ça et puis la passion reprend dessus, mais c'est sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile qu'à certains autres. Hein. Et ça fait partie vraiment de toutes les choses du regard extérieur. Encore une fois, comme je vous disais, c'est les gens ici comment dire, qui ne sont étrangers complètement au milieu du football. Et c'est vrai qu'il y a souvent des regards qui sont, on va dire, erronés. Et que par rapport aux consultants qu'on puisse avoir, il y a des meilleures ou forcément des moins bonnes images qui se dégagent. Et c'est tout ce qui fait d'ailleurs le foot, c'est l'opinion populaire, si je puis dire. Justement, je vais demander à Béchir Benafa, comme je disais tout à l'heure, qui aura un petit peu de questions. Je vais lui laisser la main à vous poser. D'accord. Oui, bonsoir. 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 Avant tout, donc, merci d'avoir accepté de passer sur notre radio. Non, pas de problème. Donc, je voudrais vous poser une première question. Votre avis sur la saison de Cavani au PSG. Cavani Cavani, ça a été un petit peu inégal dans la mesure où il n'a jamais joué à son poste. Bon, déjà, arrivé comme ça dans une équipe où il y a des automatismes, où les joueurs se connaissent bien, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements finalement. C'est pas quelque chose de facile. En plus, un footballeur, c'est déjà avant tout un homme, et si j'ai bien compris, dans sa vie privée, il a eu des petits soucis, et forcément, ça rejaillit dans son travail, quoi. Je veux dire, on est plus performant et bien meilleur si on est heureux, et si c'est plus compliqué, tout ça, nos prestations, ça ressent, quoi. Mais je trouve quand même qu'il a été important, il a déchargé un petit peu Ibrahimovic
un petit peu au niveau du marquage, ça a été un bon complément, surtout que bon, il était côté droit, mais il repiquait souvent au centre, ce qui permettait à Ibrahimovic de décrocher et de toucher beaucoup plus de ballons, donc ça a été un complément important. Après, malheureusement, les gens vont rester sur une occasionnette qu'il a eu à Chelsea, à Stamford Bridge, parce que c'était le match finalement qui a marqué les esprits et qui était peut-être le plus important de la saison, mais ça, buteur quel qu'il soit, même le plus grand, ils ne peuvent pas marquer toujours, surtout que ce n'était pas l'occasion les plus simples du monde et qu'il n'était pas tellement sollicité dans ce match. Moi, je trouve quand même qu'il a apporté quelque chose. Hein. Donc vous pensez que Laurent Blanc pourrait être l'entraîneur idéal pour les 3 à 4 prochaines années au PSG? L'entraîneur idéal, c'est celui qui a les résultats, donc ça veut dire s'il a des résultats, ça sera l'entraîneur idéal. S'il tombe dans un groupe de la mort en Ligue des Champions et qu'il ne passe pas le premier tour, je pense que lui, il ne passera pas la saison non plus, parce que malheureusement, le Qatari, ils ont une connaissance du football qui est quand même relativement limitée, et ils pensent qu'en mettant de l'argent, on va forcément des titres. C'est vrai que les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ce sont toujours des équipes qui ont de gros effectifs, et ça signifie beaucoup d'argent. Mais elles ont aussi une histoire, quoi. Je veux dire, il y a toute une institution au niveau du club qui aide énormément. Je pense que c'est sur la durée que le PSG a des champions, des résultats sur le plan européen, et qu'il faudrait se montrer patient. Alors, est-ce que c'est l'entraîneur idéal? Pour l'instant, en tout cas, il a réalisé une bonne première saison, même si on peut toujours espérer plus, mais enfin, bon, c'est pas si simple que ça. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que ce peut-être un bon effectif, il va tout gagner. C'est un peu plus complexe. Et pour le reste, je vous dis, c'est le résultat qui nous fera dire si c'était l'entraîneur idéal ou pas. En tout cas, les joueurs ont l'air de bien aimer, d'adhérer à ces principes, donc c'est déjà très positif. D'accord. Et donc, si vous deviez noter la saison du PSG, vous donnerez combien? Sur 20? Ouais. Sur 20, compte tenu effectivement de la richesse de l'effectif, en comparant les résultats, je mettrais un 14 sur 20. Moi, quand j'étais à l'école, 14 sur 20, je signais tout de suite, hein, j'étais content, c'était une bonne note. Ouais, d'accord. Et donc, vous pensez que le PSG pourrait aller loin la saison prochaine en Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est quand même très compliqué, parce que déjà, il faut avoir de la chance un petit peu au tirage. Parce que si on peut éviter de prendre des gros déjà en huitième et en quart, et puis surtout en groupe, ça aide considérablement. Comme l'effectif ne va pas trop changer, et au contraire, on va sans doute prendre un peu plus en qualité avec certaines arrivées, même si je trouve qu'Alex c'était un bon joueur, c'est dommage de l'avoir perdu. Comme il gagne en expérience petit à petit, ils sont en quart de finale contre Barcelone, ils sont en quart de finale contre Chelsea. La logique voudrait que si toutes les conditions soient réunies, ils aillent encore un petit peu loin, mais après c'est aléatoire. Vous pouvez avoir un ou deux joueurs majeurs blessés, vous pouvez être dans une mauvaise passe, vous pouvez effectivement des tirages de huitième de finale, tomber sur un Real Madrid ou quelque chose comme ça, ou un Borussia Dortmund, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est une roulette russe, parce que la logique finalement sur la durée, elle est assez respectée, mais et heureusement encore, on peut penser, mais après, ça ne se passe pas forcément comme on pensait en football. Surtout sur un championnat un peu moins, mais ça reste une coupe quand même, la Ligue des Champions. Et donc une coupe, il y a des surprises en coupe. Il y a des fois des mauvaises. Donc, comme on l'a annoncé cet après-midi, ça a été annoncé sur plusieurs sites web, donc Jérémy Ménez. Ouais. Oui, donc comment voyez-vous l'avenir de Ménez? Voilà. Ménez, c'est un joueur qui a du talent, mais qui manque beaucoup de constance. On sent que des fois sur le terrain, il n'est pas concerné. Il a du mal, quoi. Maintenant, le championnat italien, il connaît bien, puisqu'il a évolué pendant plusieurs saisons à la Roma. Et il a pareil, il a fait de très belles prestations, et puis après, il a disparu, il est revenu. Comme Milan, c'est une équipe qui reconstruit un petit peu maintenant, c'est plus une grosse équipe du championnat italien comme autrefois. Je pense que d'une manière, il faut qu'il quitte Paris, et rebondir
à Milan, qui reste un club prestigieux quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Après, je ne liserai pas beaucoup d'argent sur sa réussite ou son échec, parce que c'est un joueur un petit peu déroutant avec lui. C'est difficile vraiment d'établir un pronostic. Donc, vous pensez que Scolari, le sélectionneur du Brésil, a fait une erreur en ne pas appelant Lucas dans les 23 pour la Coupe du Monde? Moi, je pense quand même, parce que c'est un joueur, alors je parle de joueur déroutant, mais il a quand même un petit peu progressé, il a donné des ballons décisifs, il a eu des actions quand même qui étaient intéressantes, et c'est un joueur, maintenant il a un petit peu, comme on dit, le nez dans le guidon, quoi. C'est-à-dire il part dans des dribbles compliqués, et des fois, sur ce genre d'action, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Il n'est pas Maradona qui veut, donc après Scolari, moi je ne suis pas fan de Scolari, je ne trouve pas très bon sélectionneur, mais je pense qu'il y avait d'autres bons joueurs quand même, les joueurs qu'il a pris à Taz de Lucas, disons que c'était pas complètement illogique non plus. Donc, une petite question sur le fair play financier. Donc, vous pensez que le fair play financier sera utile dans le football européen? Voilà. À la base, je trouve que c'était plutôt une bonne chose, quoi, pour garder un petit équilibre, mais je pense que les bases ne sont pas très bonnes. Alors, pour ne pas faire un pas en arrière et pour marquer les esprits, ils sanctionnent certains clubs, mais je pense quand même que le football doit être régulé, parce que ça devient n'importe quoi, et puis pour que le sport reste un petit peu le sport, qui est quand même encore une petite incertitude, c'est bien quand même qu'il n'y ait pas la possibilité d'acheter pour des gens qui ont un budget limité 5 joueurs à 70 millions d'euros à intersaison chaque fois, quoi, parce que ça devient un petit peu n'importe quoi. Mais c'est compliqué à établir parce que il y a des règles aussi c'est un petit peu complexe à faire, quoi. Dans l'absolu, l'idéal, ça serait un circuit fermé comme la NBA, et puis ils ont leurs propres règles, chacun y adhère, et puis voilà. Et il y a vraiment une règle définie pour tout le monde, donc ça, une NBA du football, ça serait aussi quand même un petit peu dommage, parce que ça serait la mort de 80% des équipes et du championnat. Et le championnat, c'est quand même quelque chose qui passionne les gens en général. Quand on a quand même une culture en Europe et en football qui est bien différente de celle des Américains. Je vois pas trop la solution, là. Je suis pas trop pour non plus des gens qui arrivent comme ça de nulle part, qui ont des moyens illimités et qui gonflent un club un peu de manière artificielle. Finalement, moi j'aime bien un peu aussi les vertus du travail, de la formation. En France, c'est quand même une bonne nouvelle parce que on a de telles charges et tellement en retard économiquement en matière de football, et de rentrée d'argent quand même, que si les pas de 4 arrivent, on sait qu'on ne pourrait plus jamais aller très loin en Ligue des Champions. C'est sûr. Donc au moins, ça nous permet d'avoir une équipe qui peut aller loin, voire un jour la gagner. Donc ça fait plaisir quand même. Ces derniers jours, on a entendu parler que Pastore devrait rester à Paris la saison prochaine. Donc, comment voyez-vous l'avenir de Pastore au PSG? Va-t-il réussir? Voilà. Pastore, il faut un peu entendu. Moi, c'est un joueur que j'adore. Et j'aime quand il joue pour le plaisir des yeux. Maintenant, d'un point de vue efficacité, c'est vrai que parfois il est un petit peu indédent, on sent qu'il manque un petit peu de confiance, c'est compliqué pour lui, il joue pas à son poste, il n'est pas dans le 11 majeur. Je pense que dans son intérêt, lui, il faudrait vraiment qu'il parte dans un autre club. Mais je pense que c'est un joueur de par sa nature, je pense à sa nature humaine là, qu'il est plus fait pour un club où il y a une moindre pression, une petite ville, enfin quelque chose où il y a plus de chaleur plutôt que perdu dans un endroit comme Paris, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de qualités, il pourrait mieux l'exprimer dans un contexte différent. Moi, je suis content qu'il soit là, je viens de le voir jouer, mais je pense que malheureusement, il semblerait que son avenir et son épanouissement
un échange Marquinhos-Dani Alves? Bah, comme là, ils ont pris David Luiz, maintenant, c'est vrai que comme ils perdent Alex, le problème, c'est que avant ils avaient quand même 3 stoppers, parce que j'avais Camara quand même de côté. Bon, ils ont perdu Sacco quand même, ils avaient Alex et Marquinhos et Thiago Silva. Donc, parce que maintenant, la saison est longue, il y aura des blessés, des suspendus, des joueurs de forme, des joueurs qui ont accepté une certaine concurrence. Là, ils prennent David Luiz, ok. Mais il y a David Luiz et Thiago Silva, qu'est-ce qu'il y a encore derrière comme défenseur central? Il n'y en a pas beaucoup, ça. Donc, s'ils perdent Marquinhos, c'est dommage. De l'autre côté, comme arrière droit, il n'y a plus de possibilité, puisque jamais va partir. Il faut bien aussi qu'ils prennent un arrière droit de grande qualité. Je ne sais pas. D'abord, Daniel Alves, il est sur la fin. Il est sur la fin. Les Qataris, comme je vous l'ai dit, ils sont pressés. Ils peuvent jouer depuis quelques années au plus haut niveau. Et ça reste intéressant quand même. Marquinhos, bon, il va acquérir beaucoup de qualité, mais comme il n'a quasiment jamais joué, c'est quand même dedans au début, et puis après il était barré par Thiago Silva, il n'a pas pu progresser. Donc, un jeune comme ça, on peut le retenir un petit peu, mais s'il ne joue pas, on ne peut pas le retenir extrêmement, quoi, ça sert à rien. D'accord, merci. Donc, je vais passer la main à mon collègue Stéphane. D'accord. Merci d'être parmi nous. Stéphane Chamillon. Oui, merci. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé en début d'émission avec Gabriel d'histoire et de passion. Et j'aimerais rebondir sur un club, notre club rival pour nous, l'Olympique de Marseille. Voilà, la passion, c'est mon grand-oncle qui me l'a transmise, joueur de l'OM en 1937. Gardien. J'ai pas compris. Un joueur en 1964, gardien. Oui, moi, la passion pour le football, comme vous avez évoqué en début d'émission, c'est mon grand-oncle qui me l'a transmise, qui était gardien de but de l'Olympique de Marseille en 37. Premier titre de l'OM en 1937. Oui. Barcelos, le petit Gladiato, Barcelos, je sais pas. Erevanian, Armenac Erevanian. Erevanian, d'accord, ok, ouais. Un Arménien, ouais. Un Arménien, ouais. De famille. Donc, voilà, l'OM, je voulais avoir un petit peu votre avis sur le parcours de l'Olympique de Marseille, qui a investi beaucoup cette année, et sur son futur, aussi sur son futur, le projet Bielsa, qu'en pensez-vous? Alors, bon, je pense que le rêve de l'OM, c'est que la saison d'avant, donc ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, ils ont gagné 12 ou 13 matchs avec un but d'écart et avec beaucoup de réussite, ils étaient en sur-régime, quoi. Et ils ont eu l'impression que cette place, elle était normale et qu'ils avaient ce niveau-là. Donc déjà, c'était une erreur, parce qu'il était évident qu'il y avait des joueurs qui étaient un petit peu au bout du rouleau et que la saison allait être difficile, surtout que l'année d'avant, ils n'étaient pas en Ligue des Champions, donc ils avaient du temps encore. Et là, ils allaient arriver en Ligue des Champions. Alors, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils sont très dans le groupe de la mort. Donc, quand vous faites la Ligue des Champions, vous avez 6 matchs. Donc, ces 6 matchs de très très haut niveau, comme là, c'était Naples, Dortmund, Arsenal, etc., qui n'ont pas du tout les 6 d'ailleurs, donc c'est pas bon pour le moral. Mais ça veut dire que, comme ce sont 6 événements, vu que ce sont que des affiches, ça veut dire que le match qui précède le match de Ligue des Champions 3-4 jours avant, eh ben, il est déjà un peu tombé, et le match qui va suivre, il est un peu tombé aussi. Donc si vous mettez bout à bout, ça veut dire que vous avez déjà 12 matchs qui sont autour des matchs de la Ligue des Champions, qui sont très compliqués, parce que vous allez être fatigué nerveusement, physiquement, et moralement aussi, parce que, en plus, ce match-là, vous le perdez. Parallèlement à ça, nous-mêmes, c'est un contexte un peu comme Paris, c'est très spécial quand même, avec des résultats tout de suite, les supporters sont difficiles, etc. Et pour un jeune, c'est difficile de réussir à l'OM. Mais ça peut se faire, mais il faut vraiment qu'il soit bien entouré. Le problème, c'est qu'ils ont pris beaucoup trop de jeunes et qu'il n'y avait plus de cadre vraiment pour les entourer.
donc les défaites se sont enchaînées, ce changement d'entraîneur, et puis après, le football s'est habité à notre train, il ne s'arrête pas, donc ça veut dire une catastrophe s'accumule, et après ça fait une saison de merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression. Maintenant, concernant bien ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait leur arriver, parce que pour moi, c'est un grand entraîneur. Oui. Et il fallait vraiment changer la mentalité, les structures, tout changer. Et bien ça, outre le fait d'être un grand entraîneur, c'est un bâtisseur, c'est un professionnel, c'est un passionné, c'est pas un mercenaire qui verra juste pour prendre son argent sur son nom, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment améliorer les structures de l'Olympique de Marseille, outre le fait d'essayer évidemment de tirer le maximum de ses joueurs, de faire venir et d'avoir des résultats. Est-ce qu'on va lui laisser le temps? Est-ce qu'on va lui laisser, excuse-moi de vous avoir coupé, mais est-ce qu'on va lui laisser assez de liberté? Assez de temps? Assez de temps et de liberté, oui, pour agir. Je pense, parce que, avec du temps, on va pas lui laisser 10 ans non plus, mais je veux dire, là, ils sont tombés tellement bas, et ils étaient tellement au bout du bout, je parle des supporters, de l'OM sont quand même en général des connaisseurs, même s'il y a aussi une partie un peu foufou, où ils n'ont pas trop la notion des choses, mais en général, les mecs comprennent. Et ça veut dire qu'ils savent bien qu'ils ne seront pas champions de France la saison prochaine, qu'ils ne seront sans doute peut-être même pas sur le podium. Ce qui les intéresse, c'est de voir du jeu, de voir des gens qui se décarcassent et de voir quelque chose de cohérent. Maintenant, ils ne sont pas stupides, ils savent bien que l'OM n'a plus les moyens d'autrefois et qu'il y a deux clubs qui ont des moyens largement supérieurs qui sont PSG et Monaco, ils connaissent l'importance de l'argent dans le football, donc ils ne sont pas stupides. Eux, ce qu'ils demandent, c'est que parce qu'ils trouvent la gueule, qu'on ne fasse pas n'importe quoi et que les gens bossent sérieusement. Après, c'est sûr que pour dire ça, il ne faudra pas attendre non plus 2-3 saisons pour avoir des résultats, mais je pense qu'il y en aura. Mais au moins qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça qui demande les gens, d'avoir des émotions après le classement. Bon, ben. Oui, Voilà. Donc je pense que le temps il en aura un peu. Je vais passer la parole à Gabriel. Okay. Je vais vous remercier pour votre disponibilité. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci. Voilà, et comme disait Stéphane, merci Stéphane. Moi, je vais juste revenir rapidement pour finir sur l'événement évidemment qui arrive la semaine prochaine, c'est la Coupe du Monde. Et vous demander si vous pensiez, vu dans le contexte, une Coupe du Monde au Brésil, on sait que la dernière c'était en 1950 et tout ce qui s'en est suivi, est-ce que vous sentez qu'on arrive vers une Coupe du Monde, si je puis dire, si elles ne le sont pas toutes, mais vers une Coupe du Monde particulièrement historique? Une Coupe du Monde particulièrement historique. Elle sera historique par la force des choses, parce que le Brésil est un pays du football, et je veux dire, une Coupe du Monde au Brésil, c'est la chose sans doute la plus belle qui soit. Bon, malheureusement, ça arrive à un moment de l'histoire de ce pays où il y a toujours eu des problèmes sociaux, il y a toujours eu des inégalités considérables dans ce pays, qui est un pays merveilleux, où les gens sont adorables, très hospitaliers et tout. Mais là, ils en ont ras-le-bol, et je le comprends tout à fait. Donc il y aura des manifestations, des gens qui sont pas contents, qui souffrent et qui subissent cette souffrance. Mais au-delà de ça, maintenant, le Brésil, bon, c'est magique, en matière de football, je ne fais pas mieux. Et le Coupe du Monde au Brésil, je pense que, après, ce sont les résultats qui feront qu'elle soit historique ou pas. Si le Brésil gagne enfin sur son terrain, enfin, dans son pays, après la catastrophe de 1950, la défaite de la dernière match contre l'Uruguay, ça sera historique. Si le Brésil est encore battu sur son pays et ne gagne pas la Coupe du Monde dans son pays, ça sera tragique, mais aussi un petit peu historique. Par la force des choses, je pense que ça sera une Coupe du Monde historique. Je l'espère. Évidemment, on le souhaite tous. C'est évidemment, on sait qu'on est obligé d'en parler vu que c'est l'énorme sujet pour tout fan de foot, même ceux qui n'aiment pas le foot, on sait que tout le monde regarde la Coupe du Monde, si ce n'est pratiquement la plupart des gens. Pour aller sur un petit peu autre sujet mais qui peut se rapprocher, je vais vous demander quel est votre avis aujourd'hui du foot féminin en fait. Parce que c'est quelque chose qui a tendance à énormément se développer, qui commence à diffuser. La Coupe du Monde de foot féminin en Allemagne il y a quelques années avait été
pas énormément médiatique, mais avait été quand même bien suivi, Ouais. notamment la victoire des Français face à l'Angleterre. Est-ce que vous pensez que le football féminin a tendance à encore beaucoup se développer et à vraiment passionner les gens? Dans le football féminin, il a une grande marge évidemment de progression. C'est vrai que maintenant, autrefois, moi je suis parti d'une génération où le football féminin a débuté en France. On va dire dans les années 70, c'était pas trop pris au sérieux, c'était des filles qui, physiquement, elles ont tous des gabarits de rugbyman qu'autre chose, quoi. C'était un petit peu, le match n'était pas d'un très très haut niveau. Maintenant, c'est vraiment mis dans les meilleures conditions, elles sont à droite, elles sont habiles. Moi, ce que j'aime dans les matchs de féminin, enfin, ce que je peux voir à la télé de haut niveau, c'est qu'elles ne font pas de cinéma pour les hommes, comme les hommes, dès qu'on les effet, certaines doivent rester 30 secondes par terre et tout, bah, c'est insupportable. Elles sont vraiment dans l'esprit, elles se relèvent, ça marche. Après, bon, maintenant, d'un point de vue footballistique, ça ne sera jamais comme les hommes, c'est d'abord, elles ont un physique différent. Je pense qu'au niveau des gardiens de but, des fois, là, on voit des joueurs qui sont un peu grossiers et qui donnent l'impression que le football féminin est un peu à des années-lumière du football masculin. Mais maintenant, c'est un football qui est un petit peu différent, parce qu'ils ont moins de puissance, mais pas moins de finesse, peuvent être techniques. Après, pour apprécier le football féminin, il faudrait que les matchs soient régulièrement diffusés, qu'on connaisse les joueuses, qu'on sache que une telle, c'est une bonne tapeuse, une telle, elle est maladroite devant le but, ou elle est à droite, ou elle est bonne de la tête, elle est ceci, elle est cela. Parce que quand on regarde un match de football, qu'est-ce qui fait la différence aussi? C'est qu'on connaît les joueurs, on connaît leur histoire, on sait que lui, comme ça, etc. Et tout, donc on se projette un petit peu, on vit ça d'une manière très, très, très forte, mais par rapport à ces connaissances-là aussi, quoi. Donc je pense que ça va encore progresser. Je ne pense pas que ça atteindra un jour le niveau des hommes en qualité, mais il ne faut pas qu'elles se sentent qu'elles fassent avec leur propre qualité. Est-ce que ça peut prendre? Je sais qu'aux États-Unis, enfin je veux dire, il y a des millions de licenciés, et puis c'est quand même à faire regarder. En Allemagne aussi, dans les pays scandinaves aussi. Est-ce que ça peut prendre à ce point-là? Je ne sais pas, je la souhaite. Mais je sais pas. Mais j'en pense plutôt du bien, quoi, je veux dire. Vous en avez à vous intéresser à la première division française, par exemple? Non. Ben non, parce que les matchs ne sont pas, comme je vous dis, sont pas transmis. Il y a déjà tellement de matchs masculins qu'on voit à la télé, mais peut-être s'il y avait chaque fois, je sais pas moi, tel soir, le meilleur match de la division féminine qui passe, ou au moins des émissions, des résumés, qu'on découvre un peu, je pourrais m'y intéresser sans doute. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Évidemment, on sait. C'est pour cette raison-là que pour la qualité du jeu, comme on a dit. Oui, évidemment, bon, on sait que ça a déjà bien évolué depuis quelques années, c'est ça qui compte. Oui, voilà, Paris, c'est pas fait en un jour, ou c'est Rome, je crois que c'est pas fait en un jour, d'accord. Évidemment, oui, c'est sur la bonne voie, sur la très bonne porte, on va dire. Et juste avant, on va pas tarder à se quitter, juste avant, je vais vous poser une dernière question qu'on pose souvent. On demandait souvent aux invités avant s'ils pensaient que le PSG pouvait gagner la Ligue des Champions. Maintenant, c'est fini puisqu'il a été éliminé par Chelsea. Il pourra peut-être le gagner l'année prochaine. Mais moi, je vais vous demander simplement qui vous pensez qui va gagner la prochaine Coupe du Monde de football. Sincèrement, je dirais le Brésil, moi. Si sur un joue, je pense que l'Uruguay sera une équipe difficile à manœuvrer aussi. De toute manière, historiquement, on sait que les équipes qui jouent sur notre continent, ou aux abords de leur continent, gagnent toujours. Chaque fois que la Coupe du Monde s'est faite en Europe, un pays européen a gagné, sauf une fois, le Brésil en 58 en Suède. Et chaque fois qu'elle a eu lieu sur la côte ouest, que ce soit au Brésil, en Uruguay, en Argentine, au Mexique, 2 fois, dans la Finale du Nord et aux États-Unis, c'est chaque fois un pays de ce coin-là, enfin de la côte ouest, qui l'a emporté. Donc en général, il y a un avantage qui est considérable, et moi je vois plutôt le Brésil. D'accord. Pas à l'Argentine, on peut pas essayer de faire le coup de l'année? Non, je vois bien une finale. Oui, enfin, quand je dis Uruguay, je pense à l'Argentine aussi. Ouais. Une finale Brésil-Argentine, ça serait bien. J'espère pour les Brésiliens pas une finale Brésil-Uruguay, parce que ça aurait le spectre de 1950 qui rejaillirait, et ça serait peut-être très difficile à négocier.
Ça Je serait sais beau. pas si ça se terminerait à 11 contre 11. Oui, mais ce serait beau. Au moins, ça serait. Je pense Ah, ça serait beau, ouais. évidemment. Je vais énormément vous remercier de nous avoir accordé un Pas de petit peu de problème. temps ce soir pour nous. C'est un plaisir. Ok. Et on espère vous revoir bientôt. Et bonne D'accord, ça continuation. marche. Ok, bonne continuation, bonne chance de votre côté, dans votre entreprise. Bon courage. Merci. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.